Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler en fait de l'apprentissage interactif. J'ai lu un article de Monsieur Campbell puis Monsieur Blair, qui sont en fait de l'Université de Griffith en Australie. Ils ont fait un livre complet, puis j'ai décidé de choisir un chapitre qui en fait s'intitule Learning the Active Way, Creating Interactive Lectures to Promote Students' Learning. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'apprentissage interactif, puis à quel point ben, ça peut nous aider dans notre pratique actuelle. Donc, pour débuter, si je mets un peu en contexte, en fait, on parle, à la base, on dit qu'on était plutôt dans des apprentissages du domaine du cognitivisme. Euh, Puis au fur et à mesure, ben, on a décidé d'évoluer nos pratiques, puis on commence à inclure de plus en plus l'intérêt des étudiants. Donc, on a commencé à inclure de plus en plus de constructivisme qui, en fait un passage entre l'apprentissage qui était à la base basé sur l'enseignant, alors que maintenant, l'apprentissage est plutôt basé sur l'étudiant lui-même. Et maintenant, on parle même de socio-constructivisme, dans le fond, où on va aller vraiment inclure non seulement ce que les étudiants apprennent par eux-mêmes, mais en plus ce qu'ils peuvent apprendre entre eux et le niveau d'apprentissage qu'ils sont capables d'aller chercher avec cette fameuse collectivité-là. Donc, ce que l'article parle, entre autres, c'est qu'en fait, ben, puis il y a plusieurs autres recherches, là, comme on l'a vu, qui tendent à prouver que l'apprentissage interactif, ou du moins l'interactivité, augmente le taux de rétention des étudiants, comme c'est actuellement une des problématiques qu'on voit dans le système québécois, particulièrement chez les garçons, comme on l'a vu un peu plus tôt dans le cours. C'est un intérêt particulièrement, en fait, c'est particulièrement important d'augmenter le taux de rétention. Et on parle aussi de l'engagement scolaire. Fait qu'on parle de rétention des étudiants à l'intérieur de l'école, mais en plus de ça, on parle de leur réussite scolaire. Donc, ça facilite la réussite des étudiants en plus de les garder à l'école. Donc, dans l'étude, en fait, leur but à la base était de démontrer que sur le programme scolaire qui, en théorie, devait prendre 4 ans, il était au-dessus de 56 en fait, des étudiants à prendre jusqu'à 6 ans pour arriver à graduer. Donc, leur but avec ces études-là, en fait, ils ont fait 3 études de cas pour arriver à démontrer que l'augmentation du taux d'interaction à l'intérieur des classes permet d'augmenter premièrement la rétention, puis comme je disais, l'engagement scolaire. Si on fait le lien vite vite avec le TTI classe, le modèle TTI classe qu'on voit, bien, en fait, cet article-là va vraiment parler du soutien émotionnel et motivationnel des étudiants. C'est vraiment là-dessus que tout l'article est basé et c'est ce qui viendra faire la différence finalement dans notre cas. Donc, par la suite, si on parle des apprentissages interactifs, ce qui est important de comprendre, c'est que interactif ne veut pas nécessairement dire technologique. On parle beaucoup de l'interaction par rapport aux technologies, mais en fait, à la base, dans un modèle plus traditionnel, on est quand même capable d'avoir des interactions, ou du moins un apprentissage interactif. On le retrouve entre autres par, premièrement, la résolution de problèmes. Il peut y avoir entre autres de la collaboration entre pairs, travail d'équipe, où on va vraiment parler de socio-constructivisme dans ce cas-ci, des discussions en classe qui soient libres ou non, des fameux remue-ménage ou brainstorming. Euh, le fait de poser des questions aux étudiants, euh, ça fait entre autres partie d'un apprentissage interactif parce qu'on pose une question et on attend une certaine réponse d'eux. On peut parler de mise en situation ou même d'action. Donc, dans certains cas, on est capable de les faire mettre en action pour être capable de pratiquer ce qu'ils viennent d'apprendre. Et donc, on parle d'un apprentissage interactif à ce moment-là. Bien entendu, si on parle d'interactivité, on va nécessairement en 2019 parler de technologie. Donc, en parlant de technologie, nécessairement, on a l'aspect de la mobilité. Donc, la mobilité est non seulement à nos portes, mais plutôt présente dans nos classes. Je pense que tout le monde l'a remarqué. La majorité de nos étudiants ont accès en temps réel à Internet. On leur fournit un réseau Wi-Fi, nous, dans notre secteur à l'intérieur du cégep, mais la majorité d'entre eux utilisent leur téléphone et ont accès en tout temps, oui, aux réseaux sociaux, clairement, mais on peut aussi parler de faire des recherches plus larges que ça.
À l'intérieur de l'article, Campbell et Blair parlent beaucoup du Learner Response System. Je vais en parler un peu plus tard, mais en fait, ce sont des systèmes créés, de créer de l'interaction entre la classe et vous. On a des vidéos. Une bonne simple vidéo peut faire l'affaire, peut présenter des situations qui seraient peut-être impossibles de faire en classe. On parle aussi des cours asynchrones. Actuellement, c'est un peu comme si je donnais un cours asynchrone. Je vous fais une présentation sous une forme un peu magistrale que vous verrez en différé par rapport à ce que je vous fais. Donc, ça fait partie des technologies et c'est de l'apprentissage interactif dans la mesure où on est capable d'avoir une rétroaction par la suite sur les notions que je viens de mentionner. Et finalement, il y a des outils de prise de notes qui peuvent être utilisés à l'intérieur des classes, que ce soit des notes en individuel ou des notes communautaires. Si on avance sur le Learner Response System, en fait le LRS, il y a aussi plein d'autres noms qu'on peut associer à ça. La version francophone la plus probable, la plus applicable, ce serait le télévoteur. Par contre, j'ai un petit bémol par rapport à ça. En fait, ces systèmes-là servent, ce sont des outils technologiques, encore une fois, ce que je mentionne, c'est permettant la rétroaction de la part des apprenants. Donc, en fait, ce sont des systèmes gérés par l'enseignant habituellement qui offrent aux étudiants une plateforme pour soit répondre à des questions, soit écrire des questions pour l'enseignant. Bref, c'est un système qui permet de façon anonyme aux étudiants de répondre à l'enseignant. Un des principaux avantages personnels que je trouve à ce genre de système-là pour les avoir testés, c'est la validation de la compréhension. Donc, en posant des questions à toute la classe, aux petits gênés qui habituellement sont plus introvertis, qui vont avoir moins tendance à discuter avec nous, on va être capable souvent de voir si ces personnes-là ont compris. Pas nécessairement de façon personnelle, mais plutôt selon le groupe. Donc, on va peut-être savoir que 25% des gens ont répondu une mauvaise réponse. Donc, ça nous indique peut-être qu'il y a une certaine révision à avoir sur cette réponse-là. Ça nous permet de garder les étudiants actifs pour l'avoir testé en classe. Non seulement ils sont actifs, mais ils sont même hyper actifs quand je travaille avec des outils comme ça. Donc, ils aiment vraiment ça. Ça les garde réveillés non seulement pendant la période de l'interactivité, mais en plus pendant la période où c'est un peu plus magistral parce qu'en fait, ils ont une espèce de défi de réussir plus tard. Je m'amuse parfois même à leur donner des récompenses. On tombe quasiment dans le behaviorisme dans ce cas-ci. Mais je m'amuse à mélanger un peu ça, puis ça crée beaucoup d'interactions tout au long du cours de faire ces genres d'activités-là. La possibilité de poser des questions, mais ça dépend des plateformes. Il y a plusieurs plateformes, entre autres celles qui permettent de faire du travail asynchrone, qui permettent aux étudiants de poser des questions. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille dans des auditoriums, on peut avoir une certaine forme de communication avec les étudiants. Donc, il y a un intérêt pour le niveau asynchrone, donc par exemple, ce que je suis en train de faire, mais en plus de ça, il y a un intérêt pour les étudiants qui seraient dans des plus grands groupes. L'autre intérêt de ces systèmes-là, des systèmes LRS, c'est qu'habituellement, on travaille en temps réel. Donc, si par exemple, je pose une question à la classe me répond à l'instant où je lui pose. Donc, j'ai pas besoin de me poser la question plus loin. J'ai vraiment la rétroaction automatique en plus d'avoir l'interaction au même moment. Donc, ça peut être intéressant pour dynamiser le cours. Ce que je mentionne, entre autres, c'est pour avoir testé plusieurs systèmes, c'est important de valider, mais plusieurs systèmes en fait, les systèmes sont tous différents et offrent nécessairement des outils différents à l'intérieur. Donc, plusieurs comportent, oui, les fameux systèmes de questions. Par contre, certains vont juste offrir des questions à choix multiples, d'autres vont offrir des questions à réponse courte. Certains peuvent avoir des outils de prise de notes et même des outils pour poser des questions en temps réel à l'intérieur des classes. Donc, dépendamment du système que vous utilisez, toutes ces variantes-là peuvent exister. Moi, celui que j'ai utilisé le plus souvent, c'est Kahoot. En fait, c'est un outil que j'utilise en version gratuite dans lequel je peux introduire mes questions. Je peux même introduire des vidéos, je peux même introduire des photos à l'avance.
Puis par la suite, je peux créer mes choix multiples moi-même. Et une fois rendu en classe, moi, je lance cette application-là et on s'amuse à poser des questions. Fait que les questions se posent, il y a un certain délai. Puis là, ben, les étudiants, à l'aide de leur téléphone, vont répondre selon le bon code de couleur, les réponses associées. Euh, Par la suite, ben, les étudiants peuvent se créer de faux noms. Donc, s'ils veulent pas savoir, s'ils veulent pas que vous sachiez qui ils sont, ben, ça peut rester anonyme. Sinon, ben, moi, à l'intérieur des classes, souvent, les étudiants s'amusent à entrer des blagues, puis là, ben, on en rit, ils changent leur nom. Puis là, c'est toujours le jeu de savoir qui est qui. Mais finalement, ça reste relativement. Ça permet une rétroaction aussi. Souvent, ce que je fais, c'est par exemple, je pose la question, je leur fais répondre. Et une fois que j'ai la réponse qui apparaît, pour ceux qui, par exemple, auraient eu des erreurs, ben, je vais repasser juste rapidement sur la matière pour revalider que ces étudiants-là qui auraient mal compris sont maintenant à jour sur la matière et qui comprennent bien. Si on parle de l'interaction dans les grands groupes, en fait, on dit qu'habituellement, ça peut être une des problématiques ou du moins un des enjeux. Si on est dans un auditorium avec 150, 200, 300 personnes, le niveau d'interaction et la proximité avec les étudiants est vraiment plus difficile. Euh, Dans ce cas-ci, c'est peut-être plus difficile de travailler avec des outils, donc de poser des questions plus ouvertes à la classe en espérant une réponse. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que malgré le fait qu'il y a certaines formes d'interaction sont plus difficiles, il y a plusieurs autres formes d'interaction qui peuvent être faites. Le but, n'oubliez jamais que le but du travail en interaction, c'est de faire appliquer à l'étudiant ou à l'apprenant, peu importe, la matière que vous venez de mentionner, qui vient d'apprendre. Donc, on peut parler, entre autres, de brainstorm. Quand c'est en très grand groupe, ça peut bien se faire. On peut parler de co-création. Dans l'exemple, dans le texte dans l'article que j'ai lu, en fait, sur lequel se base cette présentation, il parle de co-créer, par exemple, un poème basé sur les notions théoriques que les étudiants viendraient d'apprendre. Donc, seulement le fait de le travailler à deux, et de mettre en application, d'avoir à réfléchir pour le mettre en application, créerait cette forme d'interaction-là et augmenterait le niveau d'apprentissage des étudiants. Et finalement, ben, les télévotes, clairement, c'est applicable, peu importe le nombre d'étudiants qu'on a en classe, tant que ces derniers ont un appareil mobile quelconque. Que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur, bref, c'est assez facile de participer. Si on parle des trucs pour l'implémentation, si vous décidez de faire l'implémentation, l'implantation, en fait, des apprentissages interactifs à l'intérieur de vos cours, je vous suggère 3 notions de base. Premièrement, c'est de développer l'intérêt puis d'expliquer l'intérêt de l'interactivité aux étudiants dès le départ. Donc, pour ma part, je m'amuse souvent à leur expliquer que le temps qu'ils passent en classe à l'apprendre va leur sauver du temps plus tard. Donc, souvent, c'est une des phrases accrocheuses que je donne. Et effectivement, le fait de voir la matière sous plusieurs angles. Souvent, on voit une matière probablement sur un angle plus magistral. Par la suite, de le reprendre sous un autre format, qui est peut-être une mise en contexte ou une mise en situation, va aider l'étudiant à mieux le concrétiser. D'ailleurs, par la suite, on parle de l'introduction. Et quand je parle de l'introduction, je parle de l'introduction à l'outil ou du moins à l'objet d'interaction qu'on va essayer d'avoir. Donc, plus on explique ou mieux on prend le temps d'implémenter cet outil-là, donc par exemple Kahoot, de leur expliquer comment bien se rendre, comment le fonctionnement va se faire, à la limite de faire une ronde de jeu au départ, va aider l'étudiant, va aider la participation, va augmenter le niveau de participation des étudiants à ces activités-là, ce qui nécessairement va améliorer leur apprentissage. Et finalement, le troisième point, le troisième truc, c'est de choisir les questions. Choisir les questions, c'est choisir les questions pour vous à l'avance. Chaque question doit être créée dans un but d'apprentissage. Donc, quel est mon but d'apprentissage par rapport aux étudiants sur cette question-là, ou du moins sur cette matière-là, et créer les questions en conséquence de ça pour s'assurer que l'apprentissage soit le plus efficace possible, finalement.
Euh, la petite phrase du bas, je me suis amusée à utiliser une petite phrase qu'on dit souvent. Je dis, n'oubliez pas que la modération a bien meilleur goût. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est qu'en fait, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est technologique à la base, l'intégration des technologies peuvent être difficiles, peuvent être fastidieuses pour vous. Et pour cette raison-là, et pour la raison d'apprentissage des étudiants aussi, c'est important d'intégrer tranquillement ces pratiques-là à vos pratiques habituelles. Si, par exemple, vous êtes habitué de donner un cours depuis plusieurs années, euh, je ne conseille pas de de recommencer votre cours au complet et de commencer à intégrer toutes les 10-15 minutes une pratique interactive. Je pense que le fait de l'introduire graduellement, vous pourriez commencer, par exemple, par une approche plus traditionnelle pour finalement vous en aller vers une approche plus technologique, mais du moins de le garder graduellement. Un, pour vous vous adapter, mais deux, pour que les étudiants aussi puissent intégrer la matière le plus rapidement possible, puis puissent s'adapter à ce mode de fonctionnement-là qui risque d'être différent de celui auquel il est habitué. Donc, pour terminer, je vais juste vous résumer un des cas. En fait, le troisième cas du travail est un cas sur les infirmières. En fait, ce sont des étudiantes universitaires en infirmerie. Et pour augmenter le niveau d'interaction à l'intérieur des classes, ils leur ont présenté des vidéos de mise en situation où des professionnels créent des problèmes sur l'attribution des médicaments, en fait. L'intérêt de faire ça de cette façon-là, c'est qu'en fait, on a beau expliquer aux étudiants certaines situations qui pourraient arriver, mais lorsqu'ils voient en contexte, ils vont être capables de plus facilement reproduire euh, eux-mêmes à l'intérieur de leur pratique les mécanismes. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a remarqué, entre autres, c'est que ça a permis aux étudiants de développer la pensée critique, qui ont été capables de voir en contexte, mais en plus de ça, de comprendre la communication efficace. Non pas la communication efficace généralement, mais plutôt l'importance de la communication efficace entre chacun des corps de métier qu'on retrouve dans leur domaine par rapport à l'attribution des médicaments. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que sans la mise en situation de ces vidéos-là, l'apprentissage aurait été beaucoup plus abstrait, puis aurait empêché peut-être de comprendre totalement la matière. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ma présentation. J'espère que vous pourrez ou vous commencerez ou vous continuerez à intégrer des pratiques interactives à l'intérieur de vos cours. Tout ça dans le but simple et concis d'améliorer votre enseignement et d'améliorer la compréhension des étudiants et fort probablement leur motivation. Bye!